Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va encenser Mauricio Pochettino sur un dossier qui a été très bien géré de sa part, merveilleusement bien. J'irai jusque-là tout simplement parce que, en termes humains, individuels, collectifs, la gestion des gardiens a été très bonne. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Il n'a rien demandé, alors vous allez me dire oui, ce sont les aléas du métier d'entraîneur, mais enfin dans le foot moderne, deux gardiens à faire jouer, c'est pas ce que tu souhaites à un entraîneur. Aucun ne veut de ça. Parce qu'en général, le résultat, il est très facilement prévisible, c'est-à-dire baisse de régime pour les deux. Il n'y en a aucun qui sort vainqueur. Et en général, c'est pas plus d'un an. Bref, ça par contre, ça prévaut pour le PSG d'aujourd'hui. Et sinon, d'un point de vue collectif, d'un point de vue individuel et d'un point de vue humain, on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose qui nous prouve que ça se passe mal entre les deux. Et on va développer tout ça dans cette vidéo. Dans une seconde partie, on va parler de Sergio Ramos, un petit peu plus cash, et on va aussi tomber sur le club. Bref, commençons. Donnarumma qui rejoint le PSG après l'Euro 2021 qu'il remporte, meilleur joueur du tournoi. Quoi de mieux pour se faire accueillir, quoi de mieux comme mise en bouche que tous les arrêts qu'il a fait avec l'Italie, les pénaltys et tout ça. Alors que, au début, il divisait au sein des supporters. On se souvient quand même des réticents, ceux qui voulaient du respect pour Keylor Navas, ceux qui avaient tout simplement des doutes sur Donnarumma, parce qu'il y a des compilations de bourdes qui tournaient depuis quelques années, parce qu'on pouvait penser qu'il est attiré par l'argent. Oui, évidemment, il a signé un énorme contrat, sûrement le plus gros de sa carrière. Il est géré par Mino Raiola, c'est normal, vous allez me dire. On rappelle que c'est le meilleur entraîneur de la planète foot. Mais aujourd'hui, on se rend compte que déjà, on a un gardien de classe mondiale, qui a de la personnalité, force tranquille, charisme, qui a noué une bonne relation avec les supporters, qui s'est très bien intégré dans le groupe. En termes de performance, là, tu te dis quand même que tu es sur du très très lourd. Et en termes humains, j'ai l'impression d'avoir découvert Donnarumma. Personnellement, je regardais un petit peu les matchs de Milan, je le suivais depuis longtemps parce qu'il était déjà associé au PSG et puis parce que c'est un crack en fait. Voilà, tu regardes 2 matchs de sa part et tu sais très bien que c'est un crack. Voilà, tous ceux qui disent le contraire, c'est ceux qui restent sur les avis des compilations et tout ça. Maintenant, on a vu régularité. À chaque fois, il fait l'arrêt qu'il faut, dans le timing qu'il faut. À chaque fois, c'est un énorme arrêt à 0-0 pour nous préserver le score. Il y a des matchs en Ligue des Champions, contre City à l'aller et à Leipzig. N'oublions pas le pénalty qu'il arrête et les arrêts qu'il fait. Ça vaut des points. Ça vaut des points, c'est super décisif. Je trouve qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. En Ligue 1, pareil, je pense à son arrêt magnifique contre Yilmaz au Parc des Princes. C'était fin octobre, je crois. Il est extraordinaire, l'arrêt. Voilà, à chaque fois, il se couche au sol en une fraction de seconde, alors que le mec, c'est un colosse, il fait 1,95 ou 1,96. La détente est extraordinaire, la main est ferme. On peut lui reprocher parfois et de le capter en 2 temps, le ballon, et de parfois, quand il faut se coucher, le relancer dans l'axe. Évidemment, quand tu as 10 ans, on t'apprend à ne surtout pas faire ça. Toujours plonger pour décaler le ballon vers le corner, la touche et tout ça. Lui a tendance à le faire. C'est son petit défaut. Sinon, au début, on pouvait se plaindre de ses relances. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il a plus que progressé. Voilà, le ballon, il sait le donner au milieu de terrain. Alors, il y a une différence aussi avec ses débuts. C'est vrai que en octobre et tout ça, au milieu, c'était Danilo et Herrera qui le recherchaient. Là, maintenant, c'est Marco Verratti. Évidemment, c'est une autre paire de manches. Au-delà du joueur qui est Marco Verratti, il le connaît, les deux sont amis. Bref, il vient de fêter ses 23 ans, il a un taux d'arrêt plus important que Keylor Navas, je crois de 5 ou 6%. Keylor Navas d'ailleurs qui a un taux d'arrêt en baisse par rapport à la saison dernière. Et lui, alors de son côté le costaricien, je pense que c'est celui qui est le perdant. Pour moi, il y a quand même un gagnant et un perdant. Dans une concurrence, il y en a toujours un. Aujourd'hui, tu vois que Donnarumma est très calme. Dans la communication, c'est un petit peu celui qui essaye d'apaiser les choses. Voilà, c'est celui qui fait pas de vagues. Alors que Navas, bon, on a très vite vu contre le Real quand il arrive là à la sortie du bus entouré de l'équipe du Real à croire qu'il était chez eux et qu'il est allé dans le vestiaire avec eux, on s'est très vite rendu compte, au cas où vous ne l'aviez pas vu avant, que c'est un fin politicien. Au-delà d'être un très bon gardien et quelqu'un qui a marqué l'histoire du club par ses performances absolument stratosphériques, ça n'en reste pas moins un politicien. Qui la joue très fin et qui arrive à manipuler un petit peu, en l'occurrence, l'opinion publique. Bref, on va pas non plus le faire passer pour un tyran, mais voilà, un petit peu, je trouve quand même que c'est le perdant. D'abord parce que l'année dernière, il jouait tous les matchs et maintenant, il en joue plus que la moitié. Ensuite, parce que Keylor Navas, c'est un petit peu un joueur à la Di Maria. Donnarumma, ce style de joueur, la concurrence, ça lui fait pas peur. Au contraire, ça va maximiser ses performances.
Or, Keylor Navas, pour tirer le meilleur de lui, il faut lui donner toute sa confiance. Voilà, il faut lui donner de la régularité et qu'il joue tous les matchs. C'est le cas, par exemple, avec Di Maria, je le disais. Aujourd'hui, c'est vrai que des deux, en termes d'arrêt, Navas a été décisif à de nombreuses reprises. C'est celui qui prend le plus de buts. C'est celui qui a été là dans les matchs où on s'est fait un petit peu tourner. Encore une fois, la semaine dernière contre Nantes, on en prend 3 en une mi-temps. Et je trouve que tactiquement, avec Navas, bon, déjà, il y a le problème des relances. C'est vrai que ça, c'est très agaçant. À chaque fois, il t'envoie 2 ou 3 parpaings par match. Et il n'en a rien à foutre des relances. Et ça le différencie. Mais c'est lui, hein, c'est de son ressort, hein, c'est sa responsabilité. Donnarumma travaille les relances, tu le sens. Lui, il n'en a rien à faire. À un moment donné, il t'envoie des trucs en touche quand il n'y a pas lieu de les envoyer là-bas. Tu as l'impression qu'il n'en a rien à foutre. Donc là-dessus, fait des efforts. Et ensuite, il y a un problème de placement. J'ai lu un article dans l'équipe qui disait que c'était des consignes des adjoints de Pochettino. Et ça, c'est très important. L'année dernière, on avait des problèmes pour gérer la profondeur. Pourquoi? Soit parce qu'on jouait trop haut, soit parce qu'à chaque fois, notre alignement se faisait niquer par un défenseur, Kimpembe en l'occurrence, qui suivait un décrochage, et les autres qui étaient incapables de bien se placer, ou alors nos milieux de terrain qui étaient incapables d'avoir l'intelligence situationnelle pour venir combler. Et derrière, bah, tu te retrouvais en 1 contre 1. Mais il y avait un autre problème. C'est Navas qui jouait bien trop bas. Voilà, Navas, il était trop bas. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de buts comme le premier contre Nantes, qui sont des 1 contre 1, où il n'y a pas assez, où il y a justement trop d'espace entre Navas et le tireur. Et du coup, ça lui met trop d'angles en fait. Le tireur, il a tout le loisir, tout le luxe d'ajuster Navas, qui n'a pas non plus une envergure extraordinaire non plus. Donc ça, c'est la différence avec Donnarumma. L'envergure, déjà dans les sorties. Donnarumma, les sorties, c'est quelque chose qu'il affectionne. C'est un bon point. Avec les airs, voilà. C'est vrai qu'il boxe bien les ballons avec beaucoup d'assurance. Et Donnarumma évolue plus haut. C'est bizarre. C'est bizarre, Donnarumma joue beaucoup plus haut. Des fois, tu as l'impression qu'il joue même trop haut. Alors que Navas, c'est trop bas. Alors, on a appris que c'était une consigne. Donc ça, évidemment, c'est du ressort du staff de Pochettino. Donc là-dessus, on peut l'incriminer, je trouve, parce que ça n'a pas lieu d'être, en fait. Pourquoi faire jouer Navas aussi bas? Voilà, faites-le jouer haut. Alors, je sais qu'il n'a pas envie d'avoir le ballon au pied, qu'à la relance et à la construction, il n'a pas envie de servir à quelque chose. Bon, c'est son souci. Mais au cas où contre-attaque, au cas où 1 contre 1, il faut à un moment donné gérer le timing. Donc voilà un petit peu les enjeux tactiques. Je vois pas grand-chose d'autre à redire. En termes de sérénité, les deux se valent. C'est vrai que c'est d'un poil en fait. C'est un tout petit cheveu. Tu vas chercher très loin quand même. Hein. On va quand même chercher des trucs qui sont le placement de Keylor Navas. Bon, quoique, ça coûte quand même des buts. Voilà. C'est des choses, des situations qu'on ne vit pas avec Donnarumma par exemple. Bref, je crois avoir tout dit de ce que je voulais dire sur les gardiens. Pochettino a très bien géré. Ça, c'est super, voilà. Comme je disais, Navas est sûrement perdant. Navas le vit sûrement mal, mais il ne fout pas le bordel. Dans le vestiaire, il y a toujours l'équilibre. Il n'a pas fait de vagues, évidemment. Il y a peut-être... C'est peut-être même l'inverse. C'est Mino Raiola, là, avec ses déclarations début décembre, qui nous a un petit peu inquiétés. On pensait qu'il allait avoir une petite révolte de la part de Donnarumma, mais au final, il n'en est rien. C'est juste son agent qui s'excite. À chaque fois, on a l'impression qu'il fait un petit peu sans demander l'avis de ses poulains. Par contre, il y a une certitude, les gars. Donc déjà, au Santiago Bernabéu, c'est vrai que dans une semaine, on y va. Écoutez, moi, je titularise Navas. Donnarumma a joué l'aller. C'est vrai que si tu veux faire une compilation de son match, c'est un petit peu compliqué, parce que tu mets juste la relance qu'il fait sur la tête de Verratti, et c'est tout, parce qu'il n'a rien eu d'autre à faire. Mais par contre, voilà, il faut rester quand même dans cette logique de cohabitation, d'alternance. Ce serait un vrai coup dur pour Navas. Ça pourrait peut-être bousiller ton équilibre que de mettre Donnarumma au retour. Personnellement, je mets Keylor Navas quand même. Je pense que ça n'en reste pas moins un énorme professionnel, bien sûr, qu'il fera son match s'il est titulaire. Donc, je mets Navas. Et secondement, j'aimerais terminer là-dessus, un an pas plus. Hein. Cet été, Leonardo, la direction sportive, qui vous voulez, il faut faire un choix. Mais il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. Évidemment, là, je pense très sincèrement que Navas, la MLS, la destination exotique, le Qatar s'il veut, mais il va falloir s'en séparer. Newcastle, mais pour moi, la cohabitation, c'est un an pas plus. Tu peux pas. Tu peux pas repartir sur un second round. Ça s'est bien passé cette saison. N'allons pas bousiller tout ça. En plus, s'il y a changement d'entraîneur, ça va rebattre les cartes. Donc pour moi, là, c'est vite vu. Cet été, il faut faire un choix. Il faut en enlever un des deux. Et de mon côté, c'est Keylor Navas. Bref, passons au second sujet de la vidéo. Sergio Ramos. Parce qu'il va reprendre la course cette semaine, à l'heure où vous verrez cette vidéo. Je l'enregistre vendredi 25 février, au cas où il y a eu des informations entre-temps. Hein.
Donc il est blessé, il a rechuté tout seul, hein, ce ne sont pas des coups, ça je vous apprends rien à chaque fois. Leonardo, d'abord j'aimerais lui tomber dessus parce qu'en octobre il bombait le torse là, quand il y avait les informations des journaux espagnols qui étaient alarmistes et qui nous disaient devant la presse, vous tombez dans leur jeu, nous on savait et vous jouez dans leur jeu. Ah oui, tu savais? Mais alors pourquoi tu l'as signé si tu savais qu'aujourd'hui, en février, Ramos allait être incapable de jouer une minute des 180 de ton huitième de finale de Ligue des Champions? Alors qu'un joueur de ce standing et surtout de cet âge, tu le recrutes pour ça en fait. Jusque-là, j'étais clément. Parce que je le disais, les phases de poule de Ligue des Champions, ça n'a plus trop d'intérêt dans ce format-là, c'est pour ça qu'il faut le réformer. La Ligue 1, on sait que c'est un joueur de grandes échéances qui se sublime en fait. Plus il y a de prestige, meilleur il est. Et les petits matchs, c'est pas trop pour lui. Il a tendance à les choisir et parfois tomber dans la facilité, même si c'est un très grand professionnel. Ne le faisons pas passer pour ce qu'il n'est pas. Mais aujourd'hui, il est vieux, donc j'avais fixé comme deadline février. Aujourd'hui, on est fin février, il est encore blessé, le mec va reprendre la course. Ça veut rien dire reprendre la course. Ça veut rien dire de sa date de retour en fait. Parce qu'il va falloir reprendre la course. Ensuite, il va falloir reprendre progressivement avec le groupe en collectif. Donc au début, tu vas le voir au taureau. Ensuite, il va faire la moitié de l'entraînement. Après, il va faire les entraînements complets. Dans le groupe, il va pas falloir le carboniser comme on l'a fait contre Saint-Etienne. Ça, c'était une grave erreur de la part de Pochettino et son staff que de le titulariser. Je sais plus s'il finit le match, mais je crois. C'était une erreur totale. Il faut le mettre sur le banc. Il faut passer par cette étape en fait. Cette étape de 20-30 minutes, même si c'est que la Ligue 1. Et encore, on est très exposé en Ligue 1, on subit beaucoup de tirs. Et après, tu passeras à l'étape match entier et Ligue des Champions. Donc là, moi, je me dis, est-ce que si on se qualifie en quart de finale, il sera là, quoi, le mec? C'est très compliqué. Et pour cet été, est-ce qu'il ne faut pas envisager une rupture de contrat? Bon, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas trop penser à ça, surtout que ça coûte très cher, hein, 12 millions par an, 12 millions la rupture de contrat, tu m'excuseras, mais on s'en passerait bien. Mais dans tous les cas, j'aimerais quand même souligner qu'on a beaucoup de chance, parce que les défenseurs qui sont à sa place font leur saison. Kimpembe, Kerrer est plutôt bon, Danilo, là, contre le Real, il a fait son match dans un alignement à 3 défenseurs, soulignons-le. Abdou Diallo a fait 3 bons matchs en décembre, donc ça c'est cool. Deuxièmement, le dossier du défenseur central, il va pas falloir le sous-estimer pour cet été. Le milieu, c'est marrant. L'attaque, c'est marrant. Ça fait peur parce qu'il y aura le probable départ d'Mbappé. Mais il y a aussi la défense. En gros, cet été, encore une fois, on est reparti pour un mercato où il y a des priorités sur toutes les lignes. Même au poste de gardien, puisqu'il faut faire une délibération dans le sens des départs. Et on va avoir Sergio Rico, on rappelle, 6 millions pour un remplaçant. C'est quand même honteux. Donc, De Ligt, Rudiger en termes d'opportunités. Pourquoi pas vendre pour pouvoir réinvestir derrière, faire 30 millions sur un Diallo ou un Kerrer, mais ça, là, il va y avoir un vrai dossier cet été. Et dans un second temps, dans un troisième temps, j'aimerais quand même parler de la politique du club. Encore une fois, tu vires Thiago Silva, pas de problème, cette décision peut se comprendre. Mais derrière, tu fais un an de transition en mettant 20 millions sur Danilo pour recruter Sergio Ramos, qui est plus vieux que lui, qui avait les problèmes au genou, qui était incertain physiquement. Où est la logique? Et pour moi, la politique est tout à fait condamnable en fait. Pour moi, là-dedans, le pire, c'est la politique du club. Tout simplement. Et ne venez pas me dire, oui, Ramos, il avait gagné la Ligue des Champions et tout ça. Non. Là, on savait qu'il avait des problèmes au genou. Même Leonardo l'a dit. Et si le Real ne l'a pas prolongé, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Soit leurs médecins sont plus compétents que les nôtres, et encore, c'est ceux de l'hôpital américain, donc vous m'excuserez, ce sont les meilleurs qui font les visites médicales. Donc je pense qu'on s'est voilé la face complètement à son recrutement. Voilà. Il n'y a pas d'analyse derrière, il n'y a rien, c'est juste un pressentiment. Je trouve qu'on a dû vraiment complètement se gourer avec Sergio Ramos. Donc la politique du club là-dessus, j'aimerais vraiment la critiquer. Après le joueur, bon bah, comme l'a dit Pochettino, hein, c'est le premier qui est triste. Nous, on en devient énervé, mais lui, c'est vrai que ça doit être compliqué, surtout qu'il fait tout. C'est un grand professionnel, Ramos, on le sait très bien, on lui tombe pas dessus. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Faire les pouces en l'air, les gros bras sur les stories du club, à un moment donné, ça suffit, quoi. Les stories avec toutes les musiques tendances sur Instagram, à un moment donné, les musiques, elles s'essoufflent. Hein. Voilà, ça sert à rien de mettre du Rihanna tous les soirs avec les photos dans le bac à sable au camp des loges. C'est compliqué. Moi, ça commence à m'énerver sérieusement. Et je me pose la question des quarts de finale de la Ligue des Champions, parce qu'avec lui, pour moi, il faut réfléchir comme ça avec Ramos. On n'a pas recruté Ramos pour la Ligue 1, là, on l'a pas recruté pour qu'il joue 3 matchs en Ligue 1. Voilà, et le pire, ce qui frustre encore plus, c'est que quand il a joué, il a changé la face de l'équipe. Parce que tu te rends compte que techniquement, il est au-dessus de tout le monde, que en termes d'intelligence de jeu, d'intelligence situationnelle, il est énorme, que son vice va te faire du bien. Il a même marqué. Voilà, 5 matchs en 7 mois, il marque. Évidemment, il y a le charisme, hein, il y a ce qui dégage en fait.
C'est quelque chose qui est absolument inexplicable. C'est tout simplement un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Voilà. Qui s'assoit à la table des Maldini et tout ça, et qui même se fait inviter. Hein, et se fait payer l'addition. Voilà. Ça me désole en fait. Ça me désole parce que ça fait polémique et tout ça. Et de l'autre côté, je le répète encore une fois, Ramos, Wijnaldum, Messi, ça fausse, ça trompe la vie des gens sur notre mercato d'été dernier. Franchement, les gens, ils s'attardent là-dessus, ils te fracassent Leonardo, alors que, franchement, les gars, alors oui, il y avait les moyens, mais Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, bordel, mais vous les incluez ou pas? Il y en a, tu te demandes s'ils pensent à ces trois-là. C'est 50% du mercato quand même, ces trois-là. Et c'est surtout pour les 6-7 prochaines années, quoi. Donc le mercato n'en reste pas moins exceptionnel, selon moi. Voilà, il faut arrêter de résumer à Messi ou Sergio Ramos, même si oui, ce sont les signatures qui ont fait le plus de bruit. Bref, de l'autre côté, c'était des opportunités, hein, je vous dirais. On n'a pas payé cher, enfin, si, on a payé les salaires, on a les salaires, mais je rappelle qu'il n'y a pas eu de prime à la signature. Voilà, pour ceux qu'on a signés. Pour Messi, c'était en token, en crypto, je crois. Mais les autres, il n'y en a pas eu. Je crois que c'est Leonardo qui l'avait dit officiellement ou quelqu'un du club, le club qui l'avait fait fuiter. Bref, dans tous les cas, le mercato n'en reste pas moins exceptionnel. Bref, allez, on va se souhaiter une très bonne soirée. N'hésitez pas à poser un like. Quand ça m'énerve, j'en perds mes mots. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Et puis on se dit à très vite, hein, les amis. Ciao.